Jeff Charlin qui nous vient de Rennes. Donc j'ai essayé, Monsieur le Président, d'avoir le territoire national. Je ne suis pas tombé, la dernière fois il y avait une femme de Marseille, mais nous ferons mieux avec les femmes, avec notamment Carole Birion. Donc. Mais tous les territoires étaient représentés, je pense, aujourd'hui pour l'ophtalmologie. Donc tu nous parles des récentes nouveautés qui ont transformé la chirurgie vitro-rétinienne dans le quotidien. Pas d'autres questions pour d'autres? Si, moi je voudrais bien lui poser une question à Michel. Il y a quelques années... Michel est parti. Il a dû prendre son TGV. Ah, Michel Maille. Michel Maille. Il y a quelques années, enfin plus jeune, quand j'étais militaire au Val-de-Grâce avec toi, mais en tant qu'appelé, on parlait des armes laser, justement, comme tu en as montré tout à l'heure, mais là c'est pour la dissuasion. Et il y avait un projet d'armes laser de manière à éblouir définitivement l'adversaire. Je voulais savoir ça avait été retiré au niveau, je crois, mondial des projets militaires, mais est-ce que c'est vrai? C'est une très mauvaise question. Bon, c'est sûr que ces lasers dits de neutralisation existent, mais que leur use est interdit. Oui. C'est en particulier les dazzle lasers des LDS des Américains. Voilà, donc je vais vous parler. D'abord, je salue l'aimable assemblée des collègues et Monsieur le Président. Et merci donc aussi à Fouque d'avoir invité ses collègues pour cet après-midi ophtalmologique. Donc moi, je vais vous parler des nouveautés en chirurgie vitréo-rétinienne qui ont bénéficié de progrès considérables depuis la mise au point des premiers appareils endoculaires de vitrectomie, à peu près en 1971. Dont le fameux VISC, Vitreous Infusion Section Cutter de Mackemer et Jean-Marie Parel, américain, qui passait ce petit appareil qui coupait le vitré par un passage par une sclérotomie en zone de rétine non décollable. Alors, initialement, cette machine était prévue pour des décollements de rétine compliqués, puisque les décollements de rétine simples, on les fait, comme on dit, ab externo, avec du froid, des indentations à la périphérie de l'œil. Et là, il s'agit donc d'aller nettoyer le vitré qui tire sur la rétine par l'intermédiaire de membranes, de fibrose, et qui empêche la rétine de se réappliquer au cours de l'intervention. Et la deuxième indication, c'était les hémorragies vitréennes, notamment chez les diabétiques. Alors, on a bénéficié de progrès sur le plan de la microscopie opératoire, avec des commandes à palonnier, de systèmes d'optique aussi qui étaient posés sur la cornée, ou bien à distance, autorisant de travailler en milieu liquide ou gazeux, selon. Et l'avènement a été surtout la miniaturisation de la tête de coupe d'un appareil jetable, du vitréotome, qui permet l'aspiration, la section, avec une perfusion indépendante de contrôle du tonus oculaire, donc assistée par ordinateur. Donc cette technique qui est appelée V3V, ou vitrectomie à 3 voies, bien sûr, comporte dans sa technologie 3 orifices dans le protocole, 3 orifices toujours positionnés en zone de rétine non décollable, c'est-à-dire à peu près à 3 ou 4 mm du limbe, donc très antérieur, dans une zone où la rétine ne peut pas, si vous voulez, être lésée et entraîner un décollement de rétine lors d'une déchirure. Donc ces orifices permettent bien sûr une perfusion, mais également l'introduction du vitréotome lui-même, et aussi donc des pinces et des appareils de lumière endoculaire, de fibre optique, et également de fibre laser pour de laser endoculaire, voire de l'endodiathermie, avec une pointe à endodiathermie. Vous voyez que la diminution du calibre de ces instruments endoculaires est passée d'un calibre de 20 gauges à 23 puis 25 gauges, c'est-à-dire qu'on arrive pratiquement en dessous du demi-millimètre de section, ce qui est quand même extraordinaire. Ça a permis de mettre au point la technique sans suture des orifices, ce qui est un atout énorme pour le patient qui ne sentira pas les nœuds et les fils, les sutures. Et également, cette innovation est passée par la mise au point de nouvelles substances de tamponnement, soit de haute densité comme la fluorofluorodécaline péropératoire qui va affaisser une rétine soulevée, ou bien pour un tamponnement prolongé par l'huile de silicone avec des seuils de tension superficielle viscosité différents. Nous avons également en ophtalmologie bénéficié de progrès dans la chirurgie de pelage des membranes pathologiques épérétiniennes, c'est-à-dire ce que l'on voit dans le syndrome de l'interface vitréo-rétinienne,
et notamment avec la mise au point de leur coloration péréopératoire qui va permettre une dissection précise. Donc soit par le vert d'indocyanine, soit par le bleu vital, qui est parfois un peu moins visible, et également par le Kenacort, qui est donc de la triamcinolone cristallisée blanche. Cette vitrectomie 3 voies a donc un intérêt puisqu'elle a également bénéficié de clous-bouchons qui permettent d'obstruer les orifices quand on sort les instruments, avec donc pas d'affaissement du globe oculaire, moins de risque de blesser le cristallin, moins de risque également d'avoir un saignement endoculaire par hypotonie. Et bien sûr, permettant le système d'illumination endoculaire et l'introduction d'autres appareils. Donc vous voyez ici sur ce schéma extrait d'un bouquin que le gel vitréen est très adhérent à la rétine. Ici, on a donc les limites d'une rétine soulevée ici, qui est toujours adhérente bien sûr à la papille. Là, elle est non décollable. Là, tout partout, la rétine est soulevée. Donc en brun ici, vous avez l'espace sous-rétinien. Et donc tout ce gel vitréen est adhérent à la rétine. Et il va donc falloir le nettoyer. Et on voit ici donc l'avènement de la V3V avec les différents instruments endoculaires. Alors l'intérêt de cette vitrectomie à 3 voies passe par l'historique. 1920, indentation radiale Jules Gonin, Suisse. Vitrectomie à ciel ouvert par Kastner en 1960, pour arriver en 70 à ce que je vous décrivais du vitréotome par la pars plana vitrectomie de Robert Mackémer et Jean-Marie Parel, la PPV, que j'ai laissée en anglais. Donc vous voyez que le calibre était nettement plus gros puisqu'on était un petit peu au-dessus de 2,1 mm de section. Donc sur ce schéma, vous voyez la miniaturisation progressive des incisions qui va donc arriver à 0,42 mm ici en haut en 2010. Cette réduction de la taille des sclérotomies, bien sûr, est nécessité aussi la réduction, vous vous en doutez, des appareils. Et vous voyez les pinces avec lesquelles on peut également travailler. Et vous voyez celles-là en 23 et 25 gauche qui sont très intéressantes, notamment pour la chirurgie maculaire. Alors les effets secondaires de ces instruments de petite taille, c'est qu'il a fallu s'occuper de la modification du débit, puisque le débit était modifié en fonction bien sûr du calibre du vitréotome, du vide d'aspiration et de la pression d'infusion, de la vitesse de coupe et du type de sonde. Et la deuxième chose après cette notion de modification du débit, c'est la diminution de la rigidité des instruments. Vous voyez ici une pointe avec des techniques de 23-25 gauge, ce que ça donne, et c'est évidemment difficile d'opérer avec précision quand vous êtes obligé d'aller dans les angles. Alors, il a fallu augmenter la pression d'infusion, puisque cette pression diminuait quand le calibre diminuait, et vous voyez qu'en 23 gauge, on est déjà à plus de 40 mm de mercure, et à 25, on est presque à 60. Or, ces hautes pressions influent le flux sanguin intraoculaire, et c'est parfois visible en 25 gauge où on voit des spasmes vasculaires. De même, la pression d'aspiration doit être plus importante en fonction du petit calibre de 25 gauge qui passe à 600 mm de mercure d'aspiration. Alors la technique, c'est des trocars prémontés, un repérage à 4 mm du limbe, comme je vous le disais. Et l'avantage, c'est qu'on déplace la conjonctive qui va être une protection secondaire puisque l'ouverture de la conjonctive ne sera pas en face de l'orifice de sclérotomie pour aller dans le vitré. Donc il va falloir tunneliser la sclérose de manière à partir en travers et ensuite infuser donc, par une ligne d'infusion qu'on place en général en inférotemporal. Alors les avantages péropératoires, vous voyez, c'est l'absence de désinsertion conjonctivale, l'absence de suture, sclérale et conjonctivale en fin d'intervention, mais bien sûr c'est limité par la durée de la vitrectomie qui peut être plus longue dans la mesure où le vitré est moins aspiré par les instruments de petite section. Les avantages post-opératoires, c'est que ça respecte le capital conjonctival, notamment pour la chirurgie filtrante que vous avez vue tout à l'heure. Vous avez une réduction importante de l'inflammation, un meilleur confort post-opératoire et une réhabilitation fonctionnelle plus rapide. Et il y a bien sûr moins de risque de toucher la rétine puisqu'on est beaucoup plus précis. Les problèmes, par contre, subsistent, et notamment avec le no-stitch, c'est-à-dire l'absence de suture, c'est l'hypotonie et le décollement choroïdien par des insertions du terminal d'infusion et des modifications du débit d'infusion. Donc il faut traiter cette hypotonie péropératoire et ce décollement choroïdien en vérifiant le terminal d'infusion, monter la bouteille d'irrigation. Ceci se fait automatiquement sur les ordinateurs qui nous accompagnent. L'infusion sous-rétinienne est favorisée bien sûr par cette technique de tunnelisation puisqu'on part
en piquant en oblique pour faire un long trajet dans la sclère. Et il faut bien penser que le terminal va être plus court à la sortie, et donc il faudra bien vérifier la sortie du terminal au sein de l'œil pour éviter ces décollements choroïdiens. Les complications post-opératoires, très vite, l'hypotonie, mais celle-ci disparaît en général en 1 semaine. Et puis, si vous avez un échappement ou une fuite du tamponnement vers l'espace sous-conjonctival, il faudra vérifier le protocole, la bonne étanchéité, l'absence d'issue de vitrée, le bon recouvrement conjonctival et la tunnelisation. Une complication qui avait été décrite sur le 25 gauche, c'est-à-dire les plus petits instruments, c'est l'endophtalmie. Et en fait, ça n'a pas été retrouvé dans les études récentes en 23 ni en 25 gauche. Les limites de la méthode, eh bien, c'est que ce sont des instruments à mémoire de forme, donc qui se courbent, ça nécessite une chirurgie bimanuelle puisque tout est miniaturisé, qu'on ne peut pas en fait injecter du silicone avec des calibres aussi petits, et que la flexibilité des instruments gêne la vitrectomie en grande périphérie. Les progrès maintenant amenés à cette technique, bien sûr, c'est la rapidité de la coupe, puisqu'on a maintenant des instruments pneumatiques, qui étaient avant pneumatiques et à ressort, mais maintenant c'est pneumatique dans les deux sens, donc ça va beaucoup plus vite, de l'ordre de 5000 coups par minute. L'éclairage aussi a bénéficié d'un éclairage beaucoup plus puissant, et actuellement les matériaux permettent une augmentation de la rigidité de ce matériel très fin. Les indications en 25 gauche, c'est toute la chirurgie maculaire, donc avec les tiges très fines, on touche surtout la macula. En 23 gauche, c'est presque toute la chirurgie vitréorétinienne, mais certains cas spécifiques ne peuvent pas être traités, notamment les yeux myopes très grands, trop longs, et les décollements de rétine chez les diabétiques avec une rétinopathie proliférante. En 20 gauche, donc le calibre le plus gros, transconjonctival, c'est l'avantage d'utiliser tous les instruments avec un intérêt pour l'aspiration du silicone, un prix moins élevé et aussi un confort post-opératoire qui est très important. Au total, cette vitrectomie 23 et 25 gauche a une place de plus en plus importante sans pouvoir remplacer entièrement le 20 gauche. La 20 gauche a des inconvénients et des limites, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les nouveaux systèmes qui sont mis sur le marché bénéficient donc, vous voyez, d'une vitesse de coupe très rapide, 5000 coups par minute, mais bien sûr sont d'un coût élevé. Alors la chirurgie 20 gauche, c'est-à-dire avec les instruments de plus gros calibre, a toujours ses supporters, notamment dans les décollements de rétine très compliqués, où il faut notamment injecter du silicone. Et quant à Suzanne Binder, qui est notre collègue à Vienne, qui a comparé les trois techniques entre elles, elle souligne que la notion de confort de la Mini ne résiste pas devant la notion de sécurité, et que donc la vitrectomie 20 gauche, avec des instruments plus importants en calibre, mais plus sûrs quand vous avez beaucoup de gestes à faire, est essentielle. Je vais maintenant vous dire un mot sur les colorants des membranes, puisque c'est le dernier le fragment de ce topo. Et le mieux, c'est de vous passer des images. Alors ici, on voit d'abord, je vais me mettre un peu plus en arrière parce que j'ai du mal à voir. Ici, donc, c'est la technique, si vous voulez, de vitrectomie à 3 voies, avec le premier matériel qui est sorti. Donc, vous voyez que les pinces sont un petit peu... on sent que ça fait un petit peu matériel récent. Ici, c'est la ligne d'infusion qui est branchée. On a ici un œil en fait, qui nécessite une vitrectomie et qui, vous voyez, est aphaque, qui a perdu son cristallin. C'est un œil traumatisé avec une plaie perforante. Donc, le deuxième orifice qu'on fait, toujours la même technique, bien sûr, c'est la perforation en oblique pour aller placer les petits anneaux qui vont laisser passer le matériel, qu'on place ici, avec la sonde de positionnement, et hop, on retire donc le trocar, et ainsi de suite. On fait pareil pour avoir la vitrectomie à 3 voies. Donc vous voyez, l'intérêt, c'est qu'on est très précis, et on a surtout un œil qui ne s'affaisse pas pendant la chirurgie. Alors voilà, donc les instruments passent. Alors là maintenant, c'est la chirurgie donc endoculaire. Là, on est en train de faire une vitrectomie pour ensuite aller au contact de la rétine où on va retirer donc une membrane épirétinienne. Et donc le dernier temps, vous voyez qu'avec cette micro-pince, on va disséquer plutôt la membrane épirétinienne. Les techniques évoluant, vous voyez que le matériel a changé, donc un trocar extrêmement fin qui permet donc une incision, une pénétration en oblique de la sclère, ce qui permettra d'avoir une chirurgie sans suture, et ensuite donc ablation du trocar, et on laisse ces petits orifices qu'on peut boucher
par des clous-bouchons, permettant donc ici la vitrectomie avec un matériel très fin. Donc ici, c'est du 23 gauge. Donc là, on est à peu près à 0,5 mm de calibre, de diamètre, de section. Donc ici, c'est un œil qui a été opéré de cataracte, comme vous l'apercevez. Donc voici, je voulais vous montrer le clou-bouchon, et on retire le matériel en fin d'intervention. Alors les intérêts de cette chirurgie endoculaire, c'est de faire des gestes très précis, notamment dans la région maculaire, quand vous avez ici notamment une choroïdite multifocale, c'est-à-dire le type de patient que Fouque-Luang notamment traite à la pitié salpêtrière. Quand vous avez des néovaisseaux qui exsudent énormément comme cette plaque-là, vous êtes obligé d'aller la chercher si la photocoagulation éventuelle n'a rien donné. Encore qu'il n'est pas indiqué de faire cette chirurgie quand vous avez eu du laser. Donc devant une boule pareille de néovascularisation sous-rétinienne, il faut aller la chercher et vous allez voir sortir le petit peloton de néovaisseaux. Voilà. Et donc on termine l'intervention en asséchant l'œil et ensuite en mettant des marques de photocoagulation au laser. Donc ici, vous voyez, on a asséché, on a retiré tout le liquide intraoculaire. Alors la dernière vidéo, c'est un diabétique, vous voyez, qui présente une rétinopathie diabétique proliférante avec des hémorragies intravitréennes, des membranes épirétiniennes et des membranes intravitréennes. On retire donc bien sûr le vitré, on fait une vitrectomie et ensuite on arrive sur les membranes qui sont pré-rétiniennes. Donc il y en a qu'on peut retirer et d'autres qui restent encore présentes, qui sont contre la rétine. D'où l'intérêt des colorants. Ici, c'est donc du Kenacort, de la triamcinolone, qu'on injecte dans l'œil, qui va donc se déposer à la surface de ces membranes, qu'on verra beaucoup mieux, comme vous allez le voir. Et vous voyez, on voit très très bien ensuite les membranes qu'il faut retirer progressivement, non seulement avec la pointe du vitréoto, mais également avec les pinces ad hoc. Et on voit apparaître dessous la rétine, qui est libérée de toutes ces tractions fibreuses qui la soulèvent et qui altèrent progressivement les cellules photoréceptrices. Donc, vous voyez, on voit très très bien ici ces membranes à retirer et on voit dessous apparaître la rétine diabétique avec les hémorragies ad hoc de la rétinopathie diabétique proliférante. Voilà, je pense que c'est à peu près la fin, mais vous voyez, c'est quand même cette technique de miniaturisation est tout à fait passionnante. Merci voilà, beaucoup. je vous remercie. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Oui, monsieur. Oui, tout d'abord, je complimente tous les orateurs, et vous bien sûr, pour la qualité exceptionnelle des présentations. J'ai une question maintenant concernant le matériel utilisé qui est extrêmement performant dans le dernier modèle Zeiss Pinta, je pense que vous utilisez, avec les injections d'indocyanine. Alors, la question est, vous utilisez de moins en moins de sutures, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et le but de ma question, c'est, vous êtes une des rares spécialités, même peut-être la seule, à utiliser des aiguilles spatulées. Quelle en est la raison, et non pas des aiguilles rondes? L'avantage des aiguilles spatulées, c'est que ça permet de pénétrer dans un tissu qui est souvent extrêmement résistant, et donc de glisser tout en pouvant contrôler la profondeur. Notamment, je pense tout simplement à la chirurgie du strabisme. Si on avait des aiguilles rondes, elles seraient notamment de calibre beaucoup trop important pour pénétrer la sclère. Alors on la pénétrerait facilement, mais on ne saurait pas exactement à quelle profondeur on est. Avec des aiguilles spatulées, on a un meilleur contrôle, bien qu'on risque de perforer aussi. La Burtolra, vous ne parlez pas dans cette cohorte de personnes vraisemblablement âgées de ceux ou de celles qui sont porteuses de traitements anticoagulants à titre fort, c'est-à-dire pas pour une artérite des membres inférieurs, mais d'origine cardiaque. Donc, ma question est, est-ce que quand vous manipulez, excusez-moi du terme, je ne suis pas ophtalmologiste, mais quand vous touchez au néovaisseau sans en pratiquer l'hémostase, est-ce qu'il n'y a pas un risque en post-opératoire immédiat d'hémorragie par surcharge du traitement anticoagulant? Tout à fait. C'est une très bonne question et comme qui dirait, je vous remercie de l'avoir posée. Effectivement, c'est souvent un problème chez des patients qui ont eu des vitrectomies et qui se remettent à saigner, même sans avoir eu de vitrectomie, qui saignent notamment s'ils ont eu des antécédents de diabète. Ils font des hémorragies intraoculaires.
est parfois récidivante et on est amené à faire des vitrectomies et qui parfois n'empêchent pas la récidive de l'hémorragie. Et c'est tout le problème notamment du Plavix. C'est un médicament dont je me méfie beaucoup, qui fait souvent saigner les gens dans les yeux. Et le problème dans cette pathologie néovasculaire notamment, c'est qu'en fait, il faut, vous avez vu, c'est comme tout à l'heure, quand on retire le peloton néovasculaire, en fait, il faut bien photocoaguler la zone. Après, on continue à la détruire. Et il y a un autre élément, c'est que dans la zone où vous avez retiré les néovaisseaux, il n'y a plus de vision, parce que quand on retire un peloton de néovasculaire comme ça, on retire en même temps l'épithélium pigmentaire. Donc c'est une zone qui devient aveugle. Mais vu la souffrance que ça entraîne sur la macula, il y a des moments où il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. Avant de passer la parole au président qui doit partir, je voudrais aussi remercier Madame Constance Smith qui nous a aidés à mettre en place le programme, à le diffuser et surtout à me presser pour que je rende les résumés à temps. Merci Constance.